Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour. ce webinaire. Bonjour Mickaël. Merci d'être présent et de vous être inscrit à ce webinaire organisé par la société Infinilink. Moi, je suis Emmanuel Bonnefond. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Mickaël Simon, qui est parmi nous. Merci Mickaël de prendre du temps dans ton agenda très serré et de partager ton expérience avec nous. Alors, on va aborder aujourd'hui 10 conseils pour renforcer la cybersécurité de votre PME. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat si vous avez accès. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. On pourra répondre à quelques questions à la fin de ce webinaire. Alors, Infinilink est une société de services en télécom informatique. Notre spécialité, là où on va effectivement avoir une vraie valeur ajoutée, c'est dans la sécurisation et la gestion des infrastructures télécom et informatiques des PME. Donc, on va intervenir sur plusieurs piliers des systèmes d'information, que ce soit de l'hébergement cloud, de la sécurisation d'infrastructures, des solutions de téléphonie mobile ou fixe, ou du stockage de données en cloud et des solutions de PRA avec de la sauvegarde en 3 tiers, sauvegarde locale, distante et sécurisée à froid, qui sont aujourd'hui les normes préconisées concernant les sauvegardes, mais on en reviendra tout à l'heure dessus. Je pense que Mickaël nous donnera quelques éléments à ce sujet. Alors, Infinilink, aujourd'hui, c'est une petite vingtaine de collaborateurs, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. On répond en moyenne à un peu moins de 400 demandes d'assistance par mois, 360, et le temps de réponse moyen est de 40 minutes. Sur un ticket d'incident qu'un client aurait pu ouvrir chez nous. C'est une moyenne. Généralement, on est plutôt sur une vingtaine de minutes plutôt que 40, mais en moyenne, on est sur 40 minutes. Et 95% de taux de satisfaction de nos clients. Donc, on va dire que globalement, les clients sont plutôt satisfaits de nos services. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des projets en téléphonie ou en informatique, que ce soit sur la sécurisation d'infrastructures ou sur de l'installation de solutions, de l'hébergement cloud, on est à votre disposition. Mickaël, encore une fois, bienvenue. Tu es directeur Merci. adjoint à l'enseignement et à la recherche de l'école de l'air et de l'espace. Prestigieux invité aujourd'hui, et j'ai vraiment le plaisir de te recevoir aujourd'hui. Peux-tu nous présenter un peu ton parcours et ce que tu fais dans ton expérience aujourd'hui ? Oui, donc bonjour à tous. Donc Mickaël Simon. Donc effectivement, moi je travaille donc à l'école de l'air et de l'espace, qui est située dans le sud-est de la France, à Salon-de-Provence. C'est une école d'ingénieurs qui est spécialisée dans le domaine aéronautique et qui développe également en fait un domaine cyber, notamment avec le centre d'excellence cyberdéfense aérospatiale que j'ai créé en 2020 au sein de l'école. Ma carrière en fait elle s'est déroulée essentiellement dans la défense, où j'ai travaillé essentiellement sur le volet en fait système d'information et de télécommunication, et puis je me suis spécialisé sur les questions de sécurité informatique jusqu'à en fait arriver et être conseiller en fait dans le domaine cyber dans le Moyen-Orient où là-bas en fait en lien avec la défense effectivement, donc j'intervenais dans différents pays arabes de la péninsule arabique. Voilà. Donc ça c'est mon expérience. Donc bien sûr, donc j'ai aussi exercé dans la partie opérationnelle de la cyberdéfense. Donc je pourrais éventuellement en revenir s'il y a des questions entre le volet cyberdéfense, cybersécurité, comment tout ça quels sont les différents périmètres et quels sont les concepts qui se cachent derrière. Mais c'est pas vraiment l'objet de la présentation aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, l'idée c'est de parler en fait des 10 conseils qui permettent en fait de gérer convenablement la sécurité informatique d'une petite entreprise, d'une PME.
Donc pour présenter ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par bien préciser en fait de quoi on parle. Hein. Donc d'abord en fait ce que j'appelle le périmètre du système d'information. En fait, on verrait que c'est pas forcément que de la technique. Et une fois que j'aurai présenté ça, on pourra regarder en fait les types d'actions qui peuvent être exercées contre le SI. On verra qu'il y a essentiellement deux grandes classes en fait d'attaque, celles qui correspondent plutôt à l'ingénierie sociale et celles qui sont vraiment techniques et qui elles voilà peuvent être beaucoup plus nocives. Donc à partir de là, on pourra parler donc des conséquences et en fait suite aux conséquences, comment est-ce qu'on fait face à cette menace et donc c'est là qu'on pourra dérouler les 10 conseils qu'on propose. Donc le système d'information d'entreprise, bon, qu'est-ce que c'est? D'abord, en fait, il faut savoir, hein, donc il faut vraiment avoir en tête que il faut savoir qu'on a des actifs à protéger dans une entreprise, et ces actifs, ce sont essentiellement les données. Donc les données, en fait, ça correspond bien entendu en fait aux données d'entreprise, mais c'est aussi en fait donc toute la richesse de l'entreprise, c'est-à-dire en fait la propriété intellectuelle, les savoir-faire. Donc tout ça, en fait, ce sont vraiment ce qui fait en fait que l'entreprise vit et en fait c'est son capital. Et dans son capital, on a en fait des gens qui sont en interaction, donc du personnel, des ressources humaines et donc des outils qui permettent le traitement et l'interaction entre les données et les ressources humaines. Donc tous ces systèmes-là peuvent être attaqués pour bien sûr atteindre en fait les données. Donc c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a bien deux ensembles en fait. Donc c'est les ressources humaines et on va voir en fait que par les activités d'ingénierie sociale, finalement on peut attaquer les ressources humaines directement et ainsi en fait bénéficier des droits d'accès en fait dont elles bénéficient. Et après en fait en utilisant des outils techniques, et bien en fait on réussit en fait à accéder aux données. Donc ça c'est le SI de l'entreprise. Mais en fait, il faut pas envisager en fait le SI de l'entreprise sans envisager en fait les SI des partenaires, parce que maintenant, quand une entreprise en fait est en relation, elle a des clients, elle a des fournisseurs, en fait, elle est bien amenée à un moment donné à partager en fait son système d'information avec l'ensemble de son environnement. Et donc, il faut bien prendre en compte également en fait cet environnement dans le SI et donc dans le domaine qu'il va falloir protéger contre les actions malveillantes, parce que malheureusement, en fait, les attaquants, eux, savent très bien comment faire. Ils vont toujours essayer, en fait, d'attaquer en fait le maillon le plus faible. Parfois, le maillon le plus faible se trouve pas au sein de l'entreprise, mais plutôt chez un partenaire qui, pour des raisons financières, en fait, aura à un moment donné décidé, en fait, finalement, de moins se protéger pour pouvoir, en fait, obtenir plus de marché. Voilà. Et alors, Mickaël, justement par rapport à ça, concrètement, aujourd'hui, les partenaires avec lesquels les entreprises sont amenés à travailler, les prestataires avec lesquels ils travaillent et qui ont accès à leur système d'information, elles sont responsables de ces partenaires. C'est-à-dire qu'au niveau RGPD, aujourd'hui, concrètement, il est de la responsabilité de la personne de l'entreprise qui sous-traite un certain nombre d'éléments à bien faire vérifier que son partenaire est en règle avec les règles de sécurité minimum à mettre en place, même si lui-même a une obligation par rapport à ça. Exactement, c'est-à-dire que en fait soi-même en fait donc on va avoir à un moment donné un contrat et un service à délivrer. Donc quand on est titulaire du contrat, donc c'est bien nous qui sommes responsables. Mais à un moment donné en fait pour exercer ce contrat, on va faire appel à des fournisseurs. Et donc, c'est bien le titulaire du contrat qui doit vérifier en fait que les partenaires avec lesquels il contractualise dans le cadre en fait du contrat et du service qu'il propose, eh bien eux-mêmes en fait vérifient et donc ils sont compliant en fait par rapport en fait à la réglementation en cours. Et pas le contraire, c'est-à-dire que la justice, donc si à un moment donné un client en fait décide d'exercer une action en justice contre l'entreprise, on pourra pas se retourner sur le partenaire. En fait, en réalité, en fait, c'était bien en fait à la personne qui propose le service de vérifier que l'ensemble en fait des partenaires, des clients en fait respectent eux-mêmes en fait les règles de base en fait de cybersécurité. Alors ça peut concerner bien sûr le RGPD, et le RGPD en fait ça va être vraiment les données de l'entreprise, et c'est là-dessus en fait que les clients peuvent attaquer. Mais en fait, il va y avoir bien sûr en fait toutes les règles de sécurité qui sont derrière, et donc les mesures de protection
qui doivent être mises en place. Et donc là aussi, en fait, on est responsable en fait de pas de la mise en place, mais de la vérification que le partenaire avec lequel on contractualise, eh bien, en fait, met bien en place ces mesures-là au sein de son entreprise. Non, ça c'est vraiment essentiel. Manuel, là-dessus, tu as complètement raison. Bon, pour poursuivre en fait donc sur les types d'attaques, donc la première classe d'attaque en fait qui concerne donc les entreprises. J'ai la première parce que c'est aussi la première en termes de volumétrie. En fait, les gens ont tendance à imaginer en fait que les attaques sont essentiellement techniques. Alors c'est vrai, elles le sont, et en fait il faut s'appuyer sur des outils techniques pour mettre en place des attaques. Mais en fait, la manière la plus simple en fait de mener une attaque, c'est d'essayer en fait d'obtenir en fait le même droit que le personnel de l'entreprise. Et une fois en fait qu'on a les mêmes droits que ce personnel-là, eh ben on peut commencer à rentrer et pénétrer en fait l'entreprise tout doucement. Donc ces actions en fait qui sont des actions en fait d'ingénierie sociale, en fait ce sont des actions malveillantes sur lesquelles la vulnérabilité en fait elle va être humaine. L'objectif, ça va bien sûr d'obtenir des informations ou d'obtenir en tout cas du personnel de l'entreprise une action sensible de la part de l'individu ciblé, de manière à pouvoir obtenir en fait un droit ou en fait une activité. La plupart en fait de ces attaques, ça concerne souvent en fait des pièces jointes, alors des pièces jointes de mail, mais maintenant en fait on n'a pas que les mails, il y a aussi en fait des réseaux sociaux. On va recevoir également en fait des sollicitations par ce biais-là, et donc là le fait d'actionner et en fait de lancer n'importe quel programme, y compris en fait un programme en fait qui va être dans le pack office. Donc il faut se méfier énormément en fait des macros qui peuvent se cacher en fait par exemple dans un fichier Excel. Autant en fait sur une macro dans un fichier Word, on aura un peu de doute parce qu'on va se dire tiens, pourquoi est-ce que il a activé des macros sur ce fichier Word qui en principe c'est pas du contenu actif, c'est plutôt passif. Dans les fichiers donc notamment les tableurs Excel ou tout type de tableur d'ailleurs, en fait on va plutôt avoir l'habitude en fait d'avoir des macros et donc là on va avoir tendance à les lancer. Et souvent, en fait, à pas trop vérifier, on va dire avez-vous confiance en ce contenu? Et là, en fait, on a un peu tendance à dire OK, et je clique. Et c'est là, en fait, que, en fait, à un moment donné, l'action technique peut être mise en place. Donc, on voit bien qu'il y a deux aspects. D'abord, en fait, le volet ingénierie sociale, c'est-à-dire acquérir la confiance, en fait, de la personne à qui on a adressé le message qui contient la pièce jointe, c'est-à-dire le lien malveillant. Et ensuite, l'action technique qui va permettre de lancer en fait l'activité malveillante. Donc, pour pouvoir réussir à faire ces activités malveillantes, c'est-à-dire acquérir la confiance en fait de l'utilisateur, c'est là qu'on utilise en fait l'ingénierie sociale. Donc là, l'idée, ça va être de collecter un certain nombre d'informations sur l'individu, en fait, à mieux le connaître, voir un petit peu tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Et de cette manière-là, on va comprendre en fait comment il fonctionne, à quelle partie de l'entreprise aussi il peut appartenir, et ainsi on va pouvoir en fait cibler un mail ou en fait une action. Ça peut même être en fait parfois un appel. Tout le monde a en tête en fait des appels frauduleux ou en fait qui concernent généralement les services financiers qui ont directement accès en fait aux finances de l'entreprise et qui pourront lancer à un moment donné en fait un virement par exemple. Donc ces attaques en fait aux faux patrons qui appellent parce qu'il y a une urgence, eh bien en fait ce sont des activités qui peuvent également se retrouver en fait dans le domaine de la cybersécurité où là en fait on va lancer une action malveillante où la personne aura par exemple déjà activé en fait une charge sur le PC de la victime. Et là, en fait, on va pouvoir taper des mots de passe, récupérer en fait un certain nombre d'éléments, et donc du coup après ensuite se faire passer par la victime, l'utilisateur qui a été dont le compte aura été usurpé, et enfin derrière pénétrer en fait donc dans le système à partir des droits en fait en tout cas de l'utilisateur qui a été dont les informations ont été usurpées. Donc ces activités, on appelle ça du phishing ou alors du spear phishing, en fait quand le mail est vraiment. Donc les campagnes de phishing, ce sont des campagnes plutôt génériques. Je pense que vous en avez tous reçu, on en reçoit régulièrement, qui concernent en fait, je fais passer pour une banque et puis voilà, je dis
connectez-vous à votre compte, et puis là, en fait, on récupère les éléments. Donc ça, c'est du phishing. Le spear phishing, ça va vraiment être un mail ciblé qui va viser monsieur un tel de telle entreprise parce qu'on sait qu'il occupe telle fonction, tel poste. Donc, par exemple, il peut occuper un poste donc dans la partie financière, mais ça peut aussi être en fait le secrétaire ou en fait l'assistant de direction. Et donc là, dont on sait aussi, parce que l'assistant de direction, c'est quelqu'un qui a généralement en fait pas mal de droits et pas mal de possibilités de capacités en fait dans l'entreprise. Et donc, ce sont des gens qui vont, à l'instar des patrons, des dirigeants d'entreprise, peuvent être ciblés et permettre de réaliser des attaques en fait très ciblées. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, qui permettent de mettre en œuvre derrière en fait des attaques qui sont elles plus techniques. Donc là, cette fois-ci, ces attaques-là vont vraiment viser en fait le volet disponibilité, intégrité ou confidentialité des données de l'entreprise. Quand j'entends disponibilité, c'est donc là sont des attaques en fait dans lesquelles en fait l'idée ça sera qu'on n'ait plus accès totalement en fait au système d'information ou à une partie du système d'information. Donc typiquement en fait dans ce domaine-là, dans les exemples les plus récents, ce sont les ransomware, donc les logiciels de rançon. Je coupe en fait l'accès en fait aux principaux lecteurs de l'entreprise dans lesquels sont enfermées en fait les données, donc les actifs dont on parlait. Là en fait l'idée de l'attaquant, ça va pas être en fait immédiatement en tout cas de récupérer les données, mais bien en tout cas de faire comprendre en fait à l'entreprise que si elle veut récupérer ces données, eh bien il va falloir payer une rançon. Donc ça c'est typiquement en fait une attaque de ce type-là qui vise en fait à faire gagner de l'argent en tout cas. Donc c'est d'où le logiciel de rançon. On a également en fait des activités qui vont être plutôt orientées sur l'intégrité. Alors ces activités-là en fait on va moins les trouver, je dirais, dans le domaine de l'entreprise, où généralement en fait l'entreprise va être plutôt visée par la cybercriminalité. Les attaques sur l'intégrité en fait vont plutôt concerner typiquement le domaine dans lequel en fait je travaille, c'est le domaine de la défense, où là justement on va essayer d'avoir en fait de modifier l'information de manière en fait à interférer et à faire croire un certain nombre de choses. Donc là en fait on modifie l'information de manière en tout cas à les rendre licites et obtenir en tout cas de la personne attaquée un comportement différent de celui qu'il aurait eu en fait si les informations n'avaient pas été modifiées. Alors, en fait, pardon. Ouais, je disais effectivement, Michael, mais en fait, on a quand même des exemples très flagrants dans les PME, TPE, PME aujourd'hui sur la partie intégrité, en tout cas usurpation d'identité, où après, parce que il faut pas voir ça comme des silos qui sont complètement étanches. Enfin, typiquement, tu parlais tout à l'heure de la partie sociale ingénierie. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ils vont d'abord accéder à un compte Facebook, et puis après, ils vont accéder peut-être à un compte LinkedIn à récupérer des informations. Après, ils vont petit à petit rentrer sur la messagerie d'un collaborateur ou sur un compte qui pourrait paraître anodin. Et à la fin, en fait, ils vont, sans que la personne puisse s'en apercevoir, envoyer un mail, parce que j'ai déjà eu moi des exemples là-dessus, concrets, où il y a un mail qui est envoyé à la direction financière depuis la boîte aux lettres de l'assistante, ou l'inverse, depuis la boîte aux lettres du patron, en disant voilà, je suis en finalisation de closing, merci de faire un virement sur ce RIB, c'est urgent. Évidemment, dans ce cas-là, c'est toujours urgent, c'est toujours machin. Et il y a peu de mise en cause de la part des intervenants en disant oui, mais c'est un mail qui vient de la direction financière, ou c'est un mail qui vient de la direction générale, c'est normal, qui demande un virement de 50 000, 60 000, 100 000 euros. Et donc, il y a des virements ensuite qui sont faits de manière complètement transparente, et on s'aperçoit tout d'un coup que, ah oui, non, c'était une escroquerie. Et donc, ce type d'attaque qui est très pervers, parce qu'elle se fait sur des durées assez longues, on en constate aussi aujourd'hui dans les PME, clairement. Ah oui, oui, tout à fait. En fait, quand je parlais en fait d'intégrité, je pensais plus à l'intégrité des données. En fait,
Ah oui, à des modifications en fait d'informations dans une base de données typiquement. Donc c'est pour ça que je pensais d'accord. aux exemples de la défense parce que dans le domaine de la défense, on suit par exemple l'activité sur une zone et en fait on va réagir par rapport à un certain nombre de paramètres et donc là modifier ces données-là, ça permet d'obtenir en fait le fait de pas bouger, alors que en réalité il se passe des choses. Et en fait, et donc c'était plutôt là-dessus. Ah Mais oui, sinon, effectivement, l'intégrité de l'information et le fait de vérifier en fait que en tout cas l'origine en tout cas des informations qu'on reçoit, notamment en regardant l'adresse mail, en regardant en fait les comptes utilisés. Ça effectivement, donc là-dessus, c'est vraiment le type d'attaque qu'on voit et qui est le plus répandu probablement dans le monde de l'entreprise à l'heure actuelle. Donc là, c'est Et sur certain. la partie, il y a un petit, il y a un petit malware assez vicieux et qui fonctionne plutôt très très bien, qui s'installe sur les ordinateurs et qui va, lorsque vous allez faire un copier-coller, une fonction complètement anodine aujourd'hui, CTRL-C, CTRL-V, et ce que une direction financière peut faire assez souvent. Ah bah, j'ai reçu un nouveau RIB, je vais faire copier-coller l'IBAN du RIB vers le site de la banque. Et ben, aujourd'hui, il y a des malwares qui vont lorsque vous faites copier-coller, en fait, ils vont coller un IBAN qui est différent de celui que vous avez récupéré sur le PDF qui est affiché à votre écran. Et ils vont mettre l'IBAN du hacker pour que le virement se fasse sur un compte différent de celui que vous êtes en train de regarder. Donc, il faut aussi bien vérifier toutes ces informations. Effectivement, on n'est pas au niveau de la défense où là, Oui. c'est pour des notions beaucoup plus stratégiques, mais toujours bien revérifier que ce que je suis en train de faire, c'est conforme et ce que je suis en train de voir, c'est bien ce que je suis en train de faire, quoi. Ouais. D'où en fait l'importance de la sensibilisation en fait du personnel, mais je vais y venir justement après dans les conseils, mais vous verrez que ça fait partie en fait des conseils que je classe, je dirais, en priorité dans les conseils qu'on peut donner à une PME à l'heure actuelle. Pour terminer sur les attaques techniques, donc du coup en fait donc bien sûr il y a donc tout un tas de logiciels malveillants en fait qui existent, hein, donc ce qu'on appelle les malwares. Donc parmi eux en fait on va trouver en fait les virus, les vers, les chevaux de Troie. Donc les différences, hein, donc le virus, ben ça va être typiquement en fait ce dont vient de parler Emmanuel, hein, c'est-à-dire en fait un programme informatique qui est installé sur votre ordinateur et qui va en fait mener une action en fonction de l'environnement. Et donc là, typiquement, en fait voilà, le CTRL-C, en fait, il va être activé pour faire autre chose ou des choses supplémentaires que celles que vous êtes habitué à réaliser. Et en fait là, c'est vrai que les raccourcis clavier, en fait, c'est un bon truc parce que finalement tout le monde les utilise. Donc là typiquement, là c'est vraiment le cas du virus. Les vers, eux, en fait, ils vont avoir une action malveillante comme les virus, mais en fait, ils ont en plus la capacité en fait de se propager. Le dernier en fait qui est vraiment très connu, c'était WannaCry. Il y a maintenant, donc je dirais, il y a 5 ans maintenant, hein, donc typiquement voilà, là WannaCry en fait lui se propageait automatiquement à travers le réseau et pouvait du coup corrompre rapidement en fait toute une entreprise, voire en fait des entreprises partenaires, puisque justement maintenant en fait la chose est que en fait on s'envoie des mails dans tous les sens et c'est pour ça que je parlais en fait des systèmes d'information partenaires parce que en fait là ça va dans les deux sens, hein. Donc quand j'ai parlé des partenaires vers l'entreprise, mais nous-mêmes l'entreprise on peut être aussi responsable de l'infection d'une autre entreprise, d'un de ses partenaires et là aussi il faut être vigilant parce que là pour le coup c'est notre partenaire qui pourrait à un moment donné se retourner contre nous. Là c'est sur le plan purement légal. Mais en plus de ça, juste sur un plan, je dirais, de la crédibilité, je crois que le partenaire qui verrait en fait une entreprise lui envoyer en fait des virus ou des malwares, en fait rapidement aurait envie en fait de cesser toute activité. Et je crois que le bouche à oreille faisant effet, en fait l'entreprise pourrait être rapidement isolée du reste de l'environnement économique. Et enfin, donc les chevaux de Troie, voilà. Donc ça, c'est typiquement donc des logiciels qui sont installés à l'insu de l'utilisateur, bon, typiquement via une action donc d'ingénierie sociale. Et donc une fois que le logiciel, que l'application est résidente en fait sur le PC,
Et bien donc là, effectivement, là, elle va récupérer des données, les envoyer en fait éventuellement vers le serveur maître pour que en fait on puisse récupérer des mots de passe, des données en fait sensibles. Donc là, typiquement, ça c'est à mi-chemin avec donc ce dont parlait en fait Emmanuel, c'est-à-dire en fait les activités qui permettent de transférer des données. Mais sauf que le cheval de Troie peut lui être généralement téléopéré à distance, contrairement au virus simple qui lui en fait fait que renvoyer des données. On n'a pas la possibilité de l'activer soi-même à distance. Et enfin, donc autre type d'attaque existant dont on entend beaucoup parler, en fait, ce sont les attaques en déni de service ou en déni de service distribué. Donc là, en fait, ça concerne plus, je dirais, le monde du réseau et en fait, on en voit moins maintenant parce que en fait, les serveurs sont quand même largement plus protégés. Alors, je parle des fermes de serveurs contre ce type d'attaque qui généralement sont liées en fait à un grand nombre de sollicitations. Et qui, quand le nombre est trop important, fait tomber le serveur. Parce que en fait, on n'a jamais la bonne capacité pour y faire face. Et parfois, d'ailleurs, les entreprises tombent en fait ne parviennent pas à exercer un service juste parce que le service est trop sollicité. Donc, on a le cas souvent en fait dans les entreprises, dans les serveurs de l'État, Parcoursup par exemple. Hein, donc là, ça n'a rien à voir avec une attaque en déni de service, mais en fait chaque année, quand le nombre de sollicitations augmente trop, en fait, on a les services qui tombent. Donc les conséquences en fait de toutes ces actions, elles sont diverses. D'abord, en fait, il y a la fuite de données. Alors donc là, en fait, la fuite de données, c'est la fuite de données clients, des données partenaires. C'est aussi en fait donc la propriété intellectuelle de l'entreprise qui peut être récupérée. Et là, à ce moment-là, en fait, ce sont tous les savoir-faire, les brevets en fait de l'entreprise qui sont récupérés par la concurrence. Et en fait, suivant le pays dans lequel c'est utilisé, en fait, on sait très bien que mener en fait donc une attaque en justice vers un pays étranger, typiquement en Asie, ça va être beaucoup plus compliqué, très lourd et généralement, en fait, on va pas obtenir gain de cause et donc du coup, ça veut dire que tous les savoir-faire qu'on a mis du temps à développer, toute l'énergie et les finances en fait qu'on a mis en fait pour développer en fait ces savoir-faire, en fait sont perdus et réutilisés par la concurrence. Et une fois que ça part dans un pays, ça peut traverser le monde et donc du coup on perd un avantage concurrentiel essentiel. Ça peut être aussi une intrusion dans le SI de l'entreprise. Et là en fait c'est donc l'espionnage de l'activité en fait par la concurrence par exemple. Donc là ça paraît, on se dit non, il y a que les grandes entreprises qui sont l'objet de ce type d'attaque. C'est pas vrai. En fait, typiquement, tout à l'heure je vous ai parlé en fait de ransomware. En fait, il faut savoir que les attaquants dont l'objectif est justement de faire en fait un logiciel de rançon, lui en fait il va commencer par dire mais comment quel niveau de rançon je vais pouvoir demander à cette entreprise. Mais en fait, il va d'abord donc du coup s'introduire dans l'entreprise, regarder en fait les niveaux de financement de manière en fait à pouvoir adapter en tout cas la rançon qui va demander en fait aux capacités financières de l'entreprise pour s'assurer en fait que l'entreprise pourra financièrement payer la rançon demandée. Et bien sûr en fait l'intrusion en fait dans le SI de l'entreprise, c'est aussi une manière en fait de connaître en fait quelles sont les stratégies de l'entreprise. Et donc là pour la concurrence en fait ce sera que du pain béni parce que quand on connaît la stratégie de l'entreprise, on sait sur quel secteur telle ou telle PME est en train de se positionner et donc c'est aussi plus facile en fait pour essayer d'aller trouver un produit concurrent au même moment et dans la même chronologie et donc du coup de diminuer la capacité en fait l'avantage que pouvait avoir l'entreprise dans un domaine. Autre conséquence, bien sûr, ce sont les coûts très importants derrière pour remonter en fait réparer en fait l'ensemble des dégâts. Les attaques informatiques, et bien derrière ça va être de la restauration. Donc quand je dis restauration, bien sûr il faut restaurer les données, mais souvent avant de restaurer les données, en fait il faut s'assurer en fait de la suppression de tous les logiciels malveillants qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. Donc ça veut dire que il faut passer en revue l'ensemble du système d'information,
c'est extrêmement long parce que en fait on a énormément en fait de ressources dans une entreprise, hein, même une petite PME de 10 personnes. Si on commence à regarder entre l'ensemble des postes informatiques de chacun des collaborateurs, les serveurs, les données en fait qui peuvent être aussi diffusées dans le cloud, parce que en fait donc là l'entreprise, ben c'est un certain nombre de systèmes physiques, mais c'est aussi en fait énormément de données en fait qui sont diffusées dans le cloud dans différents endroits, et donc il va bien falloir passer en revue l'ensemble de ces données avant de pouvoir restaurer en fait le système dans de bonnes conditions. Parce que si en fait on se dit bah voilà je nettoie une machine et bien je continue, si en fait l'attaquant est toujours présent dans l'entreprise, eh bien en fait c'est prêter le flanc en fait à une nouvelle attaque quelques mois plus tard, quand ben en fait quand l'attaquant jugera l'opportunité. C'est aussi en fait des pertes de revenus en fait qui sont liées en fait au ralentissement de l'activité de l'entreprise. Donc là, en fait, tout à l'heure, j'ai parlé de WannaCry. WannaCry, c'était en fait plusieurs usines en fait de production qui ont dû être fermées. Donc, quand on arrête une chaîne de production, c'est donc en fonction de la taille de l'entreprise, ben en fait, ça peut être de plusieurs dizaines de milliers voire quelques millions d'euros qui peuvent être perdus sur la production. Sans compter en fait que ben, en fait pendant ce temps-là, il faut quand même payer les salaires des collaborateurs. Donc, en fait, les chiffres peuvent monter très, très vite. C'est également donc la perte en réputation vis-à-vis des clients et des partenaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si à un moment donné, en fait, on est à l'origine en fait de l'infection virale en fait d'un de nos partenaires, ben en fait, ça va vite se savoir, et donc les gens auront tendance à plus vouloir vraiment travailler avec nous, ou alors de manière très limitée. Ils pourront se dire qu'ils n'auront pas envie de partager des données avec nous. Et quand on partage pas des données, en fait, c'est souvent difficile de faire du commerce à l'heure actuelle. Et enfin, ben, bien sûr, ben, c'est le coût juridique. Le risque d'une plainte au civil, ben, en fait, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Alors, il peut arriver en fait que la plainte en fait soit classée sans suite. Et dans ce cas-là, en fait, les dégâts sont limités. Mais suivant en fait ce qui finalement, l'impact concerné, et on peut penser, alors je pense à un hôpital, mais en fait voilà, quand on parle de PME, il y a des PME qui travaillent dans le secteur de la santé. La divulgation d'informations sensibles concernant la santé de patients, là, à mon avis, ça peut aller ça peut chiffrer en fait à quelques dizaines de milliers d'euros, suivant en fait le préjudice qui a été donné en fait aux patients. Donc, j'étais en train de surveiller le temps parce que je veux pas non plus être trop long, mais donc du coup, on en vient donc finalement à l'objet en fait de cette présentation. Ben, finalement, c'est comment est-ce qu'on fait face à la menace, et donc voilà. Donc les 10 conseils que je propose. Donc le premier des conseils en fait, à mon avis, c'est le conseil essentiel. Donc c'est d'abord de mettre en place en fait au sein de l'entreprise en fait une organisation qui fait face aux problématiques de cybersécurité. Et ça commence en fait par la désignation en fait d'un responsable de la sécurité des systèmes d'information, ou alors en fait ce qu'on appelle souvent CISO, le Chief Information Security Officer. Donc c'est en fait ça va être une fonction clé au sein de l'entreprise. Elle peut parfois, en fonction de la taille de l'entreprise, être partagée. On n'est pas, ça peut être une tâche annexe, mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est en fait qu'on ait bien un collaborateur qui soit désigné pour exercer cette fonction. Parce que en fait déjà c'est lui qui va être chargé, et là ça va être le deuxième conseil, qui va être chargé en fait de fixer une politique de sécurité cohérente avec les objectifs de l'entreprise. Alors bien sûr cette politique, c'est pas à lui de la faire tout seul dans son coin. Il faut que le CISO en fait ait bien un accès en fait donc au directeur d'entreprise, parce que en fait toutes les préconisations et les procédures qu'il va mettre en place, il faut qu'elles soient validées par le board de l'entreprise pour que derrière elles puissent être correctement diffusées. Et parce que en fait chaque mesure aussi aura un impact financier, parce que la sécurité a un coût, et qu'il est hors de question en tout cas donc que quelqu'un mette en place des choses avec un coût qui ne soit pas validé en fait par le board de l'entreprise. Arrive ensuite un point donc essentiel aussi au sein de l'entreprise, c'est la sensibilisation du personnel à l'hygiène cyber,
Donc, je parle d'hygiène cyber parce que c'est vraiment une question d'hygiène en fait. Hein. C'est un peu comme à l'époque du Covid où en fait, ben voilà, on se lavait les mains, on mettait un masque pour se protéger, pour protéger les autres. Eh ben, c'est exactement la même chose dans le domaine en fait de la cybersécurité. Les règles de comportement, on l'a vu avec la problématique de l'ingénierie sociale, elles sont essentielles. Donc ça veut dire que sur les réseaux sociaux, eh bien, en fait, on doit avoir un comportement, je dirais, de bon père de famille, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on partage pas tout sur les réseaux sociaux. En particulier, en fait, c'est ce qui concerne en fait sa vie professionnelle et la vie de l'entreprise. C'est-à-dire, bien sûr, en fait, hein, si on prend un réseau comme LinkedIn, on va avoir envie de mettre en avant en fait un petit peu ses capacités, ses skills, comme on dit, mais en même temps, il faut pas non plus révéler complètement, en fait, comment l'entreprise est organisée et ce qu'on y pratique, voire plus. Donc là-dessus, en fait, il faut vraiment être extrêmement vigilant. Et donc du coup, ça passe par une sensibilisation du personnel. Et c'est aussi en fait de la vigilance par rapport en fait aux sollicitations externes. Je pense à la messagerie en premier lieu, hein, puisqu'on parle de cybersécurité, mais aussi la téléphonie. C'est-à-dire que la première des choses à faire, c'est de vérifier en fait l'origine de l'appel, du message qu'on reçoit, et on s'assure en fait que en fait surtout si on nous demande quelque chose d'un peu particulier, d'inhabituel, on s'assure en fait que en fait la demande est légitime. La quatrième mesure que je propose, c'est de mettre en place ensuite, donc une fois qu'on a mis en place toute cette organisation, que le personnel est sensibilisé, eh bien en fait là on peut mettre en place des mesures techniques. Et donc la première, à mon sens, hein, c'est celle d'une défense périmétrique. Défense périmétrique, c'est-à-dire, donc moi j'ai toujours l'image du château fort. En fait, voilà, si je veux protéger mes données, en fait mes actifs, en fait derrière, il faut que je les mette derrière une muraille. Donc ça veut dire que sur la muraille qui protège en fait notre système d'information, ça va être par exemple en fait de la création d'une DMZ, hein, une zone démilitarisée, avec donc plusieurs pare-feux. Donc ces pare-feux en fait, dont moi je conseille en fait qui soient de marques différentes. Hein, donc c'est une DMZ, hein, je ne sais pas si vous avez l'architecture en tête, mais en fait elle comporte deux pare-feux. Un premier pare-feu qui protège en fait l'endroit où on va avoir le serveur de messagerie et le serveur de web par exemple, et ensuite un deuxième pare-feu dans lequel on va avoir là toutes les ressources de l'entreprise, tous les clients de l'entreprise, tous les collaborateurs en fait seront de ce côté-là. Et donc avec deux pare-feux de marques différentes, en fait on n'aura pas les mêmes vulnérabilités. Et donc ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile à un attaquant pour pénétrer dans le réseau. Ensuite, bien sûr, puisqu'il faut penser, quand on parle de défense périmétrique, il faut penser également à l'utilisation de VPN pour en fait les collaborateurs qui sont en mobilité. Il faut quand ils se connectent en fait à l'entreprise, que ça se fasse pas bien sûr de manière totalement libre et non chiffrée. En fait, il faut qu'il y ait en fait un réseau privé virtuel en fait qui permet justement de l'interconnecter au cœur de l'entreprise. Voilà. Cinquième règle en fait à appliquer, c'est la protection des postes de travail. Alors quand je dis les postes de travail, c'est aussi les serveurs. Et donc pour les protéger, il faut utiliser en fait des logiciels antivirus et anti-malware. Et il faut qu'ils soient à jour. Donc ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant, comme on dit. Sixième règle, en fait, c'est aussi donc avoir en fait une règle, en fait une politique de contrôle d'accès qui soit conforme à la politique. Donc là, je vois qu'il manque un mot. Donc à la politique de sécurité de l'entreprise. Finalement, on revient un petit peu à la règle numéro 2, hein, mais dans la règle, en fait, dans la politique de l'entreprise, on aura défini qui accède à quoi en fonction des responsabilités. Et c'est pas parce que je suis le grand directeur de l'entreprise que j'accède à tout. En fait, le grand directeur de l'entreprise, il a son domaine et les administrateurs, par exemple, du réseau peuvent avoir le leur et il n'est pas nécessaire en fait que le directeur de l'entreprise il soit administrateur des serveurs. Par exemple, c'est pas parce que c'est le grand chef qu'il doit accéder à tout. C'est simplement que comme ça permet d'avoir une meilleure traçabilité de qui fait quoi au sein de l'entreprise.
Et quelque part, c'est une manière aussi de protéger en fait les gens, en fait la direction d'entreprise contre des actions qui seraient faites à leur insu. Parce que Alors, je te confirme, hein, Mickaël, il y a quelques mois de ça, on m'a coupé tous mes accès. Je suis plus administrateur de rien. Et on m'a et c'est expliqué pas plus mal. effectivement que c'était une saine protection de nos clients de dire non, non, mais Emmanuel, toi, c'est plus ton domaine. On t'enlève tout ça, quoi. Ouais. Non, mais et c'est exactement ça. Il faut penser en fait que le directeur de l'entreprise, il va être, enfin, et je dirais, et ses premiers collaborateurs, ça va être probablement en fait la cible principale d'attaque en ingénierie sociale. Donc c'est donc dès lors qu'on leur donne des droits en fait sur le système qui sont trop élevés, et bien derrière en fait on peut avoir en fait des conséquences beaucoup plus graves. Alors que ben généralement si l'administrateur du réseau lui, ben, il n'est pas très connu sur les réseaux sociaux, ben, en fait, on va avoir du mal à le cibler et en fait, y a moins de chances, en tout cas, qu'il soit ciblé par une attaque en ingénierie sociale. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Ensuite, septième règle, on est toujours un petit peu sur les questions d'accès, mais c'est aussi la gestion des identités et des accès, c'est-à-dire que, ben, en fait, on a uniquement des comptes de personnel qui sont dans l'entreprise et que la personne qui a quitté depuis 3-4 mois, ben, en fait, son compte, il a été au moins, je dirais, s'il n'a pas été supprimé, mais au moins en fait rendu inaccessible en fait au départ du collaborateur et ensuite après ben, on supprime et donc son compte et ses données. Pourquoi? Parce que en fait généralement ben, le collaborateur il peut aussi avoir laissé des données personnelles en fait sur le système et tant que en fait elles sont sur le système d'information de l'entreprise, eh bien on en est responsable. Donc c'est dommage en fait de laisser en fait finalement comment dire des données en fait sur un réseau qui finalement ont aucun intérêt pour l'entreprise et qui peuvent être éventuellement un point d'accès pour éventuellement un attaquant. Règle numéro 8, alors j'ai hésité à la mettre en numéro 8 celle-là parce que pour moi en fait mais bon, il avait bien fallu que je donne un classement. Mais la sauvegarde des données, c'est quand même quelque chose d'essentiel. C'est pour ça qu'en fait là sur les règles finales, en fait, je suis un peu moins sûr du niveau de priorité. En tout cas, les sauvegardes de données, en fait, faut vraiment que ce soit mis en place. C'est vraiment essentiel et il faut penser que ces données doivent être sauvegardées dans un endroit différent du lieu de l'entreprise. Ça paraît idiot, mais en fait, bon, avant de penser en fait attaque informatique, il faut penser typiquement incendie. Et vous avez un incendie dans l'entreprise, si vos sauvegardes, en fait, elles sont physiquement sur le même lieu, et en fait, vous avez perdu vos sauvegardes. Alors que si elles sont mises dans un endroit différent, sur un autre site, eh bien, voilà, enfin, la probabilité qu'on ait un incendie sur 2 sites à la fois, si c'est pas criminel, donc généralement, elle est très très faible. Donc ça permet de s'assurer en fait que on va pouvoir au moins restaurer le système. Ensuite, si je dis ça, c'est aussi parce faut pas que ces données qui sont sauvegardées restent sur le système d'information d'entreprise. J'ai l'exemple en fait d'une entreprise en fait de comptabilité ici dans la région de Salon-de-Provence là. Donc eux ils ont subi une attaque en ransomware et donc là en fait toutes leurs données étaient chiffrées. Et au moment en fait où ils ont voulu récupérer en fait les sauvegardes, les sauvegardes étaient chiffrées elles aussi parce que sur le même système. Donc ça paraît bête, mais en fait quand les attaquants sont sur le réseau, ils voient très bien ce qui se passe et donc s'ils voient que les sauvegardes se font à tel endroit, en fait du coup ils se font un malin plaisir à attaquer également les sauvegardes. Donc pensez vraiment à conserver en fait les sauvegardes dans un endroit sûr. Et bien sûr, donc ça va sans dire aussi, mais il faut tester régulièrement donc la restauration de ces données parce que en fait, si on n'est pas capable de les restaurer le jour J, en fait, en réalité, on a tout perdu. Et en plus, on a dépensé en fait de l'argent et du temps pour rien, puisque en fait, on n'est pas capable de restaurer les données. Règle numéro 9, c'est la surveillance et la détection. Alors là, on commence à rentrer quand même dans des règles qui sont, je dirais des conseils qui commencent à coûter un peu plus cher, parce que si on veut mettre en place de la surveillance et de la détection sur son propre système, ça implique soit en fait d'avoir des équipes dédiées
à la surveillance en fait de son propre réseau et qui sont là en fait pour faire de l'identification d'activités malveillantes. Et il y a également en fait la possibilité, donc l'activité de SOC, de Security Operations Center, c'est une activité en fait qui peut être externalisée et donc là il y a donc pas mal d'entreprises qui peuvent réaliser en fait cette activité pour vous. Et enfin dernier conseil, ben en fait c'est se préparer donc à la crise cyber. Donc là, je pense que à mon avis, quelque chose qui coûte pas très très cher, c'est quand même d'essayer d'avoir en fait des plans de continuité d'activité, des plans de reprise d'activité. Ça reprend un peu l'idée de tester la restauration. Si on a des plans de restauration de reprise d'activité, ben, généralement on va tester notre capacité à restaurer nos données sauvegardées et pratiquer la gestion de crise. Ça en fait, donc je sais que typiquement pour ceux qui ont une activité bancaire, pour l'avoir fait dans le passé. Ben en fait, on doit jouer à un moment donné en fait une crise et on doit gérer cette crise de restauration en fait de l'activité d'une banque en fait sur notre site. Donc ça, c'est des choses qui sont à l'échelle d'une banque qui a les moyens en fait de le faire et surtout en fait c'est une exigence réglementaire. Hein, donc là, c'est logique que ce soit fait. Pour une PME, c'est plus compliqué. Ça se conçoit, mais avoir en tête un petit peu les manières dont ça pourrait gérer sans aller jusqu'à réaliser un exercice en entier, je pense que c'est quand même une bonne chose. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop long. Donc je vous ai décrit un petit peu toutes toutes tout ce que je pouvais vous dire en fait en termes de conseils sur la cybersécurité. Je redonne la parole à Emmanuel là qui va revenir un petit peu sur ce que lui peut vous proposer avec InfiniLink. Bah, écoute, merci beaucoup, Michael. Merci d'avoir partagé ton expertise. Effectivement, ce sont des sujets complexes et pour revenir sur les 10 conseils, il faut aussi les voir je dirais, pas dans un ordre de priorité, mais dans un écosystème global où ce sont, je dirais, les 10 règles minimum à mettre en œuvre, que ce soit la sauvegarde ou la sensibilisation aux utilisateurs. Et c'est des thématiques sur lesquelles InfiniLink peut tout à fait donc accompagner ses clients. En tout cas, on en accompagne déjà beaucoup sur la partie infogérance et cybersécurité, sensibilisation des utilisateurs, des collaborateurs, et que ce soit sur la partie infrastructure télécom ou informatique. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions, à nous envoyer des mails ou à nous appeler pour voilà, tout besoin informatique ou télécom dans le domaine de la sécurisation de vos infrastructures. On est à votre disposition. Je vous redonne notre adresse mail donc, à laquelle vous pouvez nous contacter directement. C'est contact@infinilink.com. Et notre numéro de téléphone, c'est le 0811 094 111. Voilà. Merci beaucoup, Michael. Merci de ta disponibilité. Avec plaisir. Je regarde si il y a des petites questions qui ont été posées. Eh bien, écoutez, non, a priori, je n'ai pas de questions. Donc, c'est que c'était très clair. Je vous souhaite à tous un excellent déjeuner, une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. À bientôt, au revoir.